Alors dans la dernière partie de ce cours, nous allons regarder ce qu'est devenu la question de la relation du corps et de l'esprit, et en particulier donc de l'esprit au monde physique, à la lumière des méthodes contemporaines. Donc la principale théorie que je vais vous présenter s'appuie sur ce qu'on appelle le physicalisme, qui repose lui-même sur 3 principes. Le premier, c'est la survenance. Ça veut dire que deux créatures qui ont les mêmes propriétés physiques ont nécessairement les mêmes propriétés psychologiques. Le second, c'est l'anticartésianisme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de choses qui sont purement mentales. Et le troisième, c'est la dépendance corps-esprit, qui veut que les propriétés mentales d'une chose donnée dépendent et sont déterminées par les propriétés physiques qu'elle possède. La théorie que je vais vous présenter, en fait, c'est une théorie qui assimile l'esprit et le cerveau et qui fait correspondre en fait l'esprit à son substrat biologique qui est le cerveau. Donc il existe plusieurs versions de cette théorie. Je vais moi vous présenter en fait les grandes lignes qui sont relativement communes en fait à toutes ces versions. Donc en fait, la théorie identité esprit-cerveau, elle applique le principe de dépendance corps-esprit au cerveau. L'idée, c'est que les états mentaux sont déterminés par les propriétés physiques du cerveau. Donc la physique du cerveau contraint les processus mentaux. De cela, on a des preuves empiriques. Le premier type de preuve, donc rappelez-vous de Broca, c'est que les lésions cérébrales peuvent avoir un impact sur les états mentaux en affectant notre capacité à raisonner, à nous rappeler et à percevoir, et peuvent éventuellement modifier de façon permanente nos traits de personnalité. Le second type de preuve, c'est que les changements chimiques dans le cerveau, par exemple un taux élevé d'alcool dans le sang, peuvent faire une différence sur nos humeurs, nos émotions et nos jugements. Il n'y a donc pas de fossé sous cette perspective entre la psychologie et la neurologie, et l'idée c'est que les deux sont complémentaires pour comprendre l'esprit. Donc tout état mental correspond à un état du cerveau, mais il n'y a pas de découpage a priori comme le pensaient les phrénologistes. On regarde en fait au fur et à mesure, on découvre en fait quels systèmes sont mobilisés par le cerveau quand on demande à un participant de faire une certaine tâche. Et donc la deuxième aussi différence avec la phrénologie, c'est que ce n'est pas une correspondance une à une qu'on établit ici, c'est-à-dire qu'on ne fait pas nécessairement correspondre une région avec une fonction précise du cerveau. En fait, la cognition fonctionne par circuits neuronaux, on le sait aujourd'hui, et l'idée c'est que contrairement à ce qu'on pouvait décrire avec la phrénologie, un état mental peut impliquer différents circuits localisés à différents endroits du cerveau, ce qu'on ne pouvait pas faire. La première question qu'on peut se poser, c'est certes, donc on veut pouvoir relier l'esprit au cerveau, mais comment on fait pour détecter et lire les états du cerveau? Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Alors la première méthode de mesure qui est maintenant très utilisée, c'est l'imagerie fonctionnelle. En fait, elle mesure le taux d'oxygène qui révèle les processus qui s'activent et les zones du cerveau qui s'activent quand on fait faire à quelqu'un une certaine tâche, une certaine activité. Donc en fait ça permet de repérer l'activité des circuits neuronaux et donc de les localiser. La seconde mesure possible, c'est une mesure de l'activité électrique. Donc l'EEG et la MEG mesurent les potentiels électriques et les champs magnétiques des courants qui circulent entre eux. Donc vous voyez ici sur l'image de gauche les dendrites qui sont les petites branches et le corps cellulaire des neurones. Donc en fait, on va mettre des détecteurs sur le crâne des participants en leur faisant exécuter une certaine tâche. Et ensuite, on regarde la fréquence, en fait, la séquence d'activité cérébrale qui est associée à une certaine tâche cognitive. Donc là, vous voyez tous les détecteurs qui ont été placés à certains endroits sur la tête. Et à chacun correspond en fait une fréquence où on peut regarder l'intensité en fait de la séquence et à quel moment la séquence a été la plus intense. Donc il y a une dimension temporelle qui s'ajoute à la spatialisation de l'activité cérébrale. Bon, donc on a montré qu'il y avait des instruments de mesure en fait pour l'activité cérébrale,
Mais la question qui reste, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre cette activité-là et les états mentaux? En fait, il n'y a pas de manière triviale de le faire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe une correspondance entre les objets du monde extérieur et les représentations dans le cerveau? Et donc ça, c'était l'idée de Locke qui disait que les qualités premières étaient la médiation et en fait reflétaient les qualités des objets dans l'esprit. Donc sous cette idée, lorsqu'une personne imagine un carré rouge, il doit y avoir dans son cerveau une image de ce carré. Mais en fait, cette conception, elle pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est la régression à l'infini. Qui est-ce qui reconnaît en fait l'image de ce carré dans le cerveau, qui lui-même reflète l'image d'un objet dans le monde? Le deuxième, c'est la représentationnalité du code. Comment est-ce qu'elle est codée, la couleur rouge par exemple? Est-ce que c'est par des neurones rouges? Et le troisième, c'est la question de la représentationnalité. Comment est-ce que sont codés des concepts abstraits? Par exemple, penser au nombre, pas à un nombre en particulier, mais au concept en lui-même, ou bien, par exemple, la liberté. Donc il n'y a pas une telle correspondance entre les objets et la représentation dans l'esprit, mais ce qu'on peut faire, c'est des comparaisons. La première méthode, c'est la soustraction. En fait, on fait des contrastes d'activités cérébrales qui sont suscitées par des tâches qui sont très similaires et qui comportent une seule petite différence. Donc par exemple, imaginez, on demande à quelqu'un de nommer un chiffre versus par exemple additionner 10 à ce chiffre-là. Donc on voit que c'est à peu près le même type de représentation, mais avec une toute petite différence. Et donc ça permet d'identifier, on regarde dans les deux cartes d'activation cérébrale, les deux zones, quelles sont les petites différences qu'on a obtenues, et on déduit de cela la représentation qui est celle par exemple du chiffre ou de l'addition, qui découle en fait de la différence entre les zones d'activation. Donc on fait la différence entre ces zones-là pour déduire laquelle en fait est plus propre à une certaine tâche. Donc on a dit qu'il n'existait pas de correspondance directe entre les objets du monde extérieur et leur représentation interne dans le cerveau. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre en correspondance les relations entre les objets du monde et les relations entre leurs représentations dans le cerveau. Donc en fait, on peut supposer qu'il y a une similitude de structure entre les deux. L'idée, c'est que si la représentation interne d'un rectangle n'est pas l'image d'un rectangle, cette représentation, elle doit quand même plus ressembler à celle d'un carré qu'à celle, par exemple, d'un papillon. Donc ça, c'est l'idée de Shepard, qui a mis au point une mesure qu'on appelle de similarité des représentations. L'idée, en fait, c'est que la similarité subjective entre les représentations mentales, on peut la comparer à la similarité des représentations cérébrales. Donc là, vous voyez, par exemple, donc ce que j'ai mis, c'est une matrice de similarité. Et donc l'échelle, en fait, le code couleur, elle indique que plus on va vers le bleu, plus c'est similaire, et plus on va vers le rouge, plus c'est dissemblable. Donc vous voyez, le chat et le renard se ressemblent beaucoup, et l'idée, c'est qu'on peut comparer et regarder si effectivement la zone d'activation dans le cerveau, elle va être très proche, c'est-à-dire en bleu. Et quand on s'éloigne un peu plus, par exemple quand on compare le chat et la fleur, qui commence à être assez dissemblables, on va être dans une zone d'activation qui n'est pas vraiment la même, en jaune. Et puis quand on s'éloigne encore plus et qu'on va vers le papillon, on va avoir une zone d'activation qui va être en orange, voire même dans le cas du renard et du papillon, on va avoir une zone d'activation qui va être très très différente, et donc on va aller plus vers le rouge, vers la dissemblance. Il y a une question qu'on n'a pas posée dans cette perspective identité, esprit, cerveau, c'est la question des expériences subjectives. Qu'est-ce qu'elles deviennent quand on essaye d'assimiler les états mentaux au cerveau? Et donc en fait, tout ça c'est lié au second principe du physicalisme, qui est l'anticartésianisme, qui est qu'il ne peut pas y avoir de choses purement mentales. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a des expériences subjectives et que du coup on aurait un fossé explicatif entre les explications physiques et les expériences subjectives, qui sont le contenu des sensations. Et donc l'idée de certaines personnes, c'est que nous ne serons toujours pas en mesure d'expliquer la connexion entre les faits physiques comme les états mentaux et les expériences subjectives, même avec la théorie de l'identité cerveau-esprit.
D'après le philosophe Chalmers, il y a deux types de liens entre la physique du cerveau et l'esprit. Le premier type de lien, c'est ce qu'il appelle des liens faciles. Par exemple, expliquer comment on reconnaît des formes, ou comment le cerveau extrait des informations des organes pour produire des gestes, ou comment est-ce qu'on produit des paroles pour décrire des sensations. Et puis le second type de lien, c'est ce qu'il appelle le lien difficile, qu'il appelle le problème difficile de la conscience. C'est comment est-ce que les processus physiques du cerveau engendrent l'expérience subjective, et comment est-ce que le contenu des sensations, qu'on appelle en philosophie des qualia, la qualité des sensations, peut être mis en lien avec la physique du cerveau. Comment toutes ces sensations, comme par exemple le son d'une clarinette ou les sensations visuelles d'un bleu intense, peuvent être expliquées sous cette perspective. Et donc ce que répondent certaines personnes, et notamment le neuroscientifique Dehaene, c'est qu'en fait ce type de lien il paraît difficile à établir parce qu'il fait appel à des intuitions qui sont en fait imprécises. Et pour lui c'est comparable au vitalisme. Donc les vitalistes, c'était des gens qui pensaient entre le 19e et le 20e siècle qu'on ne pourrait jamais expliquer ce que c'est que le vivant, même avec tous les détails possibles concernant la biochimie des organismes. Et en fait, cette idée aujourd'hui a été scientifiquement abandonnée. Par ailleurs, l'idée c'est qu'on a déjà un certain nombre d'expériences subjectives qui sont expliquées scientifiquement. Et par exemple, certaines sensations visuelles comme les illusions visuelles. Donc vous avez vu dans une séance précédente de ce cours cette illusion visuelle-là. Donc vous savez sans doute que bien que vous ayez l'impression que le cercle orange de droite a un diamètre plus grand que celui de gauche, en réalité les deux cercles orange ont exactement le même diamètre. Et donc ce qu'on voit là en fait, c'est finalement un contenu de sensations. Les illusions visuelles sont des contenus de sensations, des qualia, qui diffèrent de la réalité qui est que les deux cercles ont exactement le même diamètre. Or, les théories de perception visuelle, aujourd'hui, elles permettent d'expliquer pourquoi le cerveau est affecté par de telles illusions. Donc en fait, on peut dire qu'il y a déjà certains contenus de sensations qui sont expliqués scientifiquement par la physique du cerveau. Donc ça n'échappe pas, en fait, à cette relation physique. La troisième question qu'on peut se poser, c'est, la théorie de l'identité, est-ce que c'est une condition nécessaire ou suffisante ? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut avoir deux organismes différents qui ont le même esprit ? Parce que, donc, la survenance, rappelez-vous, elle implique que deux substrats physiques produisent le même esprit, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un autre substrat physique ait le même esprit que nous ? Donc en fait que deux substrats biologiques différents puissent avoir le même état mental, voire même qu'un substrat qui n'est pas biologique puisse avoir le même état mental que nous. Et donc en fait ça c'est la question que pose l'intelligence artificielle. L'idée c'est est-ce que la réciproque de la survenance est vraie ? Est-ce que la physique du cerveau est vraiment une condition nécessaire pour créer un état mental. Donc ça c'est une question qui a été posée par Turing, qui a mis au point ce qu'on appelle les machines de Turing, qui sont en fait des ordinateurs très rudimentaires, en fait c'est l'ancêtre des ordinateurs. Et donc l'idée c'est est-ce que les machines elles peuvent penser ? La question elle va dans les deux sens, donc on peut se demander si un esprit peut émerger des machines, mais on peut aussi se demander si les machines de Turing, qui sont des ordinateurs rudimentaires, peuvent en fait servir de modèle pour le fonctionnement de l'esprit. Et donc c'est une théorie qui s'appelle le computationnalisme qui a posé cette question. L'idée c'est qu'en fait l'esprit fonctionne de manière analogue à un ordinateur, penser c'est calculer. Et en fait penser c'est appliquer des règles logiques sur des représentations mentales. Donc vous voyez ici Putnam et Fodor qui ont tous les deux très largement contribué au computationnalisme. Il y a une objection très célèbre au computationnalisme qui est celle de Searle. Je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, mais je vous mettrai un lien pour aller voir en fait quelle est cette jolie expérience de pensée qui véhicule en fait l'idée que
on ne peut pas complètement assimiler le fait d'agir selon une règle avec une compréhension profonde. Donc depuis, le modèle machine de Turing pure a été amendé et complété avec d'autres modèles qui reposent sur les inférences statistiques comme les réseaux de neurones et l'apprentissage profond qui est le deep learning. Donc pour l'instant, nous sommes encore très loin d'avoir des machines aussi performantes que des humains pour ce qu'il s'agit de penser. En fait, les humains apprennent beaucoup plus rapidement que les réseaux de neurones pour un grand nombre de tâches, par exemple la reconnaissance visuelle ou des principes mathématiques, même très simples, même si la puissance de calcul des humains est inférieure. En fait, on est obligé de donner vraiment un très très grand nombre d'essais aux réseaux de neurones pour qu'ils arrivent à inférer des choses que les enfants, voire les bébés, infèrent très rapidement. Donc c'est le moment de conclure ce cours. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu qu'il y avait plusieurs alternatives possibles au dualisme qui permettent de penser l'esprit de manière objective en le rapportant à des phénomènes observables. Comme le montrent les récentes théories présentées, faire de la psychologie une science, qu'on se rassure, ça ne passe pas forcément par une suppression théorique du contenu de l'esprit, ni même de son contenu subjectif. Donc voici les références sur lesquelles je me suis appuyée pour faire ce cours. Et si vous voulez aller plus loin, et notamment sur la question des expériences subjectives et de la conscience, une référence supplémentaire.